Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Niwot Soir. Merci à vous qui nous rejoignez tous les jours pour ce rendez-vous sur nos antennes de Niwot Info. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Charlotte. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ce lundi pour décryptage. Plaisir partagé. Élection présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan n'est pas parvenu à recueillir plus de 50% des voix lors du premier tour. Le président sortant devra vraisemblablement affronter son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu lors d'un second scrutin prévu le 28 mai prochain. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, autocrate islamo-conservateur à la tête du pays depuis 20 ans? Qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois? Certainement, il y a plusieurs choses qui ont pu ne pas marcher. La première chose, c'est qu'il a fait de très très bonnes choses. Tout le monde le reconnaît par rapport à son bilan pour ce qui est de la Turquie. Mais quand on fait 20 ans au pouvoir, il y a les difficultés qui viennent. Et parmi ces difficultés, il y a eu Covid, il y a eu des tremblements de terre, parce que ce dernier a été particulièrement meurtrier, mais ce n'est pas le seul, ou bien sûr, la responsabilité du chef de l'État est impliquée, puisque c'est lui qui assure la sécurité des populations. Donc quand vous mettez ensemble ces éléments, bon, plus également une campagne d'un certain nombre de pays occidentaux et autres qui avait même annoncé que c'est l'autre Kemal qui va gagner au premier tour avec les sondages, etc. Vous avez tous ces éléments, quand on les met ensemble, qui participent au fait que, avec l'usure du pouvoir, l'électorat qu'il avait au niveau de la population turque a baissé. N'oublions pas que avec la guerre au niveau de l'Ukraine, la Turquie également subit les conséquences avec une inflation terrible qui fait que la vie n'est pas du tout évidente aujourd'hui au niveau de la Turquie. Et quand il y a élection, vous avez des gens qui regardent ces éléments. Vous avez des gens qui regardent un bilan de façon objective en termes d'actifs, de passifs et de perspectives pour voter. Mais en fonction de l'angle qu'on prend, on ne prend pas la même position au moment de voter. Les deux prétendants au pouvoir en Turquie se disent tous les deux en mesure de l'emporter à l'issue du scrutin lors du second tour, le 28 mai prochain, qui semble désormais avéré. Oui, le 28 est clair maintenant, c'est officiel. Les résultats officiels sont sortis. L'ancien président Erdogan a obtenu 49,51%. Son principal rival a obtenu 44,88%. Oui. Donc c'est clair, officiellement les résultats sont sortis. Le deuxième tour, il est là. Il a d'ailleurs été annoncé de façon officielle. Ce qu'il y a, c'est que ça va être un deuxième tour pas facile. Mais vous voyez Erdogan en géant politique, il a déjà commencé la campagne. En acceptant les résultats, il dit au peuple, si vous avez choisi de m'envoyer au second tour, je l'accepte. C'est-à-dire, c'est une façon de leur dire, mais vous avez vu tout ce que j'ai fait pour vous. Au lieu de me faire passer directement, vous m'envoyez encore au second tour. Mais malgré tout, j'accepte. Il y a déjà un message qu'il est là en train de diffuser. Le deuxième élément, le taux de participation a été... Quel écho peut avoir ce message Mais ça va marcher très fort. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a dit. Il aurait pu faire le contraire en disant, mais non, lui, il ne méritait pas d'aller au second tour. Mais c'était une façon d'amener les électeurs également à se dire, mais il se prend pour qui, ce monsieur-là? C'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. Il leur a remis leur pouvoir. Il leur a remis leur responsabilité. C'est toujours le peuple qui décide. Voilà. Il leur a remis leur pouvoir, il leur a remis leurs responsabilités, sans faire de remarques sur quoi que ce soit. Mais c'est un très bon message en termes de responsabilisation quand on s'adresse à quelqu'un, surtout quand on s'adresse au peuple. Donc ça, c'est important. Le deuxième élément qui va faire qu'il va avoir des chances, c'est lui le challenger, c'est lui qui risque de gagner, c'est très clair. Là, le taux de participation a été extrêmement fort, oui. Plus de 90%. Un score inédit. Généralement, quand il y a un second tour, la plus grande bataille se mène autour de ceux qui n'ont pas voté. Parce que c'est là-bas qu'on peut prendre des voix, puisque généralement, ceux qui avaient voté pour toi au premier tour, il y a de fortes chances pour qu'ils votent encore pour toi au second tour. Donc, il faut trouver des voix supplémentaires. Mais ici, avec le taux de participation, où on va aller chercher des voix, c'est valable quand les gens ont 35%. 35%, il y a encore une marge importante qui peut faire la différence. Ici, ce n'est véritablement pas le cas en réalité. L'autre élément, bon, quand on regarde son suffrage, il est presque arrivé.
Je suis sûr que ces communicants vont faire ce travail pour dire aux gens que les dés sont déjà lancés, il n'y a plus rien à faire. Il nous reste pour juste, totaliser au second tour juste les un petit, 50% au moins. oui, juste un petit 0, quelque chose. Donc faites juste un petit effort et puis c'est terminé. Mais là, 49,40% contre 44,9%, résultat encore provisoire. Mais c'est quand même un écart considérable. Non, en fait, l'écart n'est pas considérable parce que par rapport à d'où vient Erdogan, sur ce score, on peut dire qu'on note une baisse des suffrages qu'il avait l'habitude d'avoir. On note une baisse clairement des suffrages qu'il avait l'habitude d'avoir. En 2018, la dernière élection, il est passé directement au premier tour, alors qu'il y avait une campagne encore beaucoup plus forte que la campagne de cette année de la part d'un certain nombre de pays qui faisaient tout pour le faire partir. Bon, cette fois-ci, c'est la même chose. On a essayé de jouer le dégagisme. Même celui qu'on appelle son adversaire, il est en coalition avec 6 autres partis. Tout le monde savait que un parmi eux qui se lève pour affronter Erdogan, il n'y a même pas match choix. Donc, ils ont tout fait pour s'organiser en termes d'opposition, pour tenir tête, mais ça n'a pas véritablement marché. L'autre élément, le troisième, qui pourrait être le faiseur de roi, quand on regarde son suffrage 5%, si on faisait de l'arithmétique, vous l'ajoutez totalement au second, il ne passe pas. Il n'aura pas 50%. Donc, il sera à 49%. Et il y a des possibilités qui se rallient pour le deuxième tour à l'un des oui, pour le moment, il n'a rien dit. Il dit qu'il va consulter sa base. Ça reste des probabilités. Hein. Mais le risque est fort pour qu'il aille chez Erdogan. Les politiciens font des calculs. Hein. Le calcul arithmétique que je viens de faire, il amène 5% à Erdogan, mais la victoire est assurée. Et bien sûr, il y aura un retour. Ça ne sera pas du 5% qu'on apporte gratuitement. Il amène 5% dans 44%, on est à 49%. C'est-à-dire le risque est là également de soutenir et de ne pas gagner. Et maintenant, est-ce qu'il va soutenir cette coalition de l'opposition? Ce n'est pas évident parce que lui, il est sorti en termes de dissidence de ces partis nationalistes. C'est un dissident de ces partis qui est allé tout seul. Donc, il y a déjà un conflit avec ceux-là qui sont au niveau de ce bloc, de sorte que beaucoup s'attendent à ce qu'il regarde plutôt du côté de Erdogan. Et puis après, il pourra avoir le temps d'asseoir son parti, de se refaire pour s'apprêter pour d'autres élections. Et avec un score de 49,40% au premier tour, Erdogan est tout de même en difficulté. Oui, on peut dire qu'il est en difficulté. Il n'est déjà pas passé au premier tour. C'est la première chose. Certainement, lui et son parti calculaient plutôt de passer au premier tour, vu le travail qu'ils ont fait au niveau de la Turquie. Mais très certainement, l'usage du pouvoir a dû jouer. Puisque 20 ans de pouvoir, ce n'est pas facile. Quand on parle de limitation des mandats, il y a ça aussi, il y a la routine qui est là. C'est vrai que Erdogan est resté assez solide. On l'a vu continuer. Il est venu en Afrique pratiquement chaque année, mais ça ne suffit pas. À un certain moment, il faut savoir garder le même principe, garder le même cap, garder les mêmes objectifs et amener du sang neuf, amener une autre personne qui puisse continuer le travail. Parce que quand on ne le fait pas, c'est ça qui amène ce qu'on appelle les candidatures de trop. Où à un certain moment, certains n'ont rien contre toi, objectivement, mais on trouve que quand même ça suffit. Oui. On a envie de voir autre chose. C'est ce qui amène souvent ce qu'on appelle également les dégagismes. On va enlever une personne, on ne regarde plus le bilan, on ne regarde plus quoi que ce soit. Il faut que la personne parte pour qu'une autre personne vienne. Donc, il y a certainement ça qui peut jouer. Je crois que même dans la seconde campagne, il peut jouer ce risque en leur disant, bon, voilà, c'est le dernier mandat que je vais prendre. Et les autres viendront prendre la relève, une façon de dire aux gens, mettez-moi au pouvoir et puis je vous dis au revoir. C'est des arguments qui marquent, mais attention, qu'il respecte quand même sa parole pour ne pas faire ce qu'on a vu ailleurs plusieurs fois. Alors, Mamadou Diouf, 20 ans à la tête de la Turquie, quel est le bilan pour Recep Tayyip Erdogan et comment se porte aujourd'hui la Turquie? Non, économiquement, il a un bilan positif. Parce qu'il ne faut pas que les gens réduisent les 20 années de Erdogan à ce dernier mandat où il y a eu beaucoup de difficultés. Pour ceux qui connaissent très bien la Turquie d'un point de vue économique, mais il n'y a rien à faire, les chiffres sont là pour montrer clairement ce qu'il a fait pour ce pays. Sur le plan diplomatique également, on le voit. La Turquie est là avec son sommet Turquie-Afrique qui aura bientôt lieu même en Afrique cette fois-ci. Mais sur le plan militaire, on l'a vu également, la Turquie intervenir en Libye, empêcher à Khalifa Haftar de venir prendre Tripoli.
On l'a vu dans la guerre au niveau du Nagorno-Karabakh avec l'Azerbaïdjan. C'est lui qui a amené l'apport déterminant pour la victoire. On le voit actuellement avec l'Ukraine et la Russie. Malgré que la Turquie est membre de l'OTAN, la Turquie n'a pas accepté d'appliquer des sanctions. Et les rares accords qu'on a obtenus, que ce soit sur les céréales ou sur un certain autre nombre de choses, c'est la médiation turque qui a réussi là où toutes les autres médiations ont échoué. Mais donc, en termes de bilan, il y a quelque chose qui est là. Il y a quand même des difficultés à l'interne. Par rapport aux Kurdes en particulier, d'ailleurs, dans la zone posé kurde... la question, il y a eu cette situation qui a beaucoup aussi marqué l'ère Erdogan. Bien sûr, les partis pro-kurdes ont demandé qu'on vote pour son adversaire. Et dans les zones où il y a le plus ces partis, où il y a le plus cette population kurde, on a voté jusqu'à parfois 71% pour son adversaire. Mais bien sûr, comme on le dit dans un vote, on ne gagne pas partout. Il faut faire la pondération de tous les lieux pour voir le résultat. Donc il y a ça qui a été une difficulté. Il y a une autre difficulté liée à la crise Covid qui n'a pas épargné la Turquie malgré son système sanitaire intéressant. Il y a la guerre en Ukraine qui n'a pas épargné également la Turquie. Et ça s'est traduit par une inflation énorme au niveau du pays. Alors que la Turquie, c'est aujourd'hui un pays usé par la crise économique avec une monnaie dévaluée de la moitié en 2 ans et une inflation qui a dépassé 85%. Oui. C'est quand même important. C'est extrêmement important parce que quand on parle d'inflation, c'est ce que chaque personne ressent au niveau de la population. Quand on parle de taux de croissance, il y a des choses, quand on le dit, bon, nous on cherche parfois où est la chose, mais quand on dit inflation, chacun le ressent immédiatement. Au niveau de la Turquie, le pain prend la place du maïs, s'il faut le comparer avec le Togo. Le pain qu'on pouvait acheter tout facilement est devenu finalement un luxe parce qu'il n'est pas facile d'y accéder et tout le monde sait pourquoi, parce que la Turquie également dépend du blé de l'Ukraine, de la Russie, etc. Donc ces derniers éléments ont dû jouer contre lui parce qu'il y a des populations qui ne sont pas satisfaites. Le dernier tremblement de terre également en fait partie, puisque le nombre de morts était quand même monumental. Et dans les premières constatations sur les constructions, les normes antisismiques n'ont pas toujours été respectées. On a d'ailleurs attrapé certains qui sont ses proches, dont le maire de la ville qui a été la plus touchée par ces tremblements de terre et tout. Mais malgré tout, oui, ceux qui ont reçu la chose ont certainement voulu dire au président, vous aurez dû veiller à ce que les constructions soient encore plus solides. Et ça aurait pu éviter certainement le nombre de morts que la Turquie a connu. Et sur le plan diplomatique, la Turquie aussi, la Turquie a fait beaucoup parler d'elle dernièrement au niveau de l'OTAN où le pays s'est beaucoup opposé à l'adhésion de nouveaux membres. Tout à fait. En fait, dans l'OTAN, il y a la règle de l'unanimité qui est là. Si un pays doit être membre, il faut que tous les pays donnent leur accord. La Turquie avait refusé avec les derniers pays qui étaient presque sur le point d'adhérer, hein. Mais la Turquie avait dit non pour négocier un certain nombre de choses. C'est ça la réalité aussi. Parmi ces choses, ils considèrent que certains de ces pays financent les Kurdes dont on parlait tout à l'heure, le PKK en particulier, puisque souvent ces gens partent dans ces pays, etc. Bon, ils considèrent que vous êtes en train de soutenir mon opposition, une opposition que lui, il considère comme des groupes terroristes. Bon, tout le monde connaît la rhétorique. Quand on dit groupe terroriste, il ne faut pas s'approcher, sinon c'est autre chose. Il a réclamé que le soutien s'arrête. Il trouve qu'également, il y a des fauteurs de troubles turcs qui sont dans ces pays et qui, à partir de ces pays, font de la déstabilisation. Il a demandé à ce que cela soit ramené en Turquie ou qu'on les amène à se taire et à laisser la Turquie tranquille. Mais ça, ne vous en faites pas. C'est ce que tous les pays font quand l'occasion se présente. On parle d'adhésion à l'OTAN, mais on en profite également pour régler d'autres problèmes. Alors, le score semble presque serré. Est-ce que Erdogan pourrait sortir victorieux de cette présidentielle? Il a beaucoup de chances de sortir victorieux parce que son discours pendant ces 2 semaines de campagne va certainement être un discours pas seulement pour amener ceux qui ont voté à venir voter à nouveau, mais également pour amener d'autres qui ne sont pas loin pour venir voter. Parce qu'il peut gagner ces élections sans même le soutien de la personne arrivée 3e, puisqu'il y a encore des réserves de gens qui avaient voté pour lui pendant ces 20 ans qui peuvent encore le faire.
Mais il va falloir convaincre déjà ceux-là qui ne sont pas loin. Justement, vers où promet le président Erdogan d'amener les Turcs une fois, si jamais il sortait... Mais il promet de les sortir de la crise. Même quand on a posé la question à certains, c'est qu'ils disent mais c'est en lui qu'il croit pour sortir. C'est vrai que la situation est difficile, mais beaucoup de gens croient que c'est lui qui est capable de les faire sortir de cette situation. Bon, c'est quand même assez logique puisqu'on l'a vu le faire pendant un temps. Il a fait un travail que les gens ont vu. Entre celui qui a prouvé ce qu'il sait faire et celui qui dit je vais faire, bon, je crois que le choix parfois il est très difficile. On a envie de changer, mais parfois on a peur de perdre l'expertise qui a permis quand même d'obtenir un résultat. Et il va jouer certainement sur tout cela. Ses partisans risquent également de jouer sur, parce que c'est une façon également de gagner les élections, aller dans le sens de décourager les autres. Pour leur dire que c'est déjà terminé. C'est une erreur qui a fait qu'on est arrivé à 49%. Soyez sûr que maintenant c'est terminé. Ça peut amener, puisque parfois on n'aime pas aller voter pour perdre. Ça peut facilement, d'un point de vue psychologique, amener certains à ne pas aller voter en se disant que je vote ou pas, il va passer. Mais bien sûr, les gens connaissent toutes ces techniques de communication. Ils ne manqueront pas d'en faire usage. Et on a vu son meeting particulièrement à l'aéroport, vous avez vu le monde que ça avait mobilisé. Donc, il y a si toutes ces personnes se transforment en machines électorales, mais il peut gagner le second tour. Alors, au second tour, ce profil à l'horizon en Turquie, Recep Tayyip Erdogan est en difficulté dans les urnes. En 20 ans, le président turc fait de son pays, vous l'aviez dit, un partenaire clé du continent africain. Cette relation changerait-elle avec un nouveau visage à la tête du pays ? Je ne pense pas que ça va changer parce que la Turquie n'est pas venue en Afrique en ONG pour venir régler nos problèmes. En 2021, par exemple, le président turc était en visite ici au Togo. Oui, mais il n'était pas venu juste pour visiter le Togo. Le Togo présente des opportunités. Et pas le Togo, l'Afrique de façon générale présente des opportunités pour la Turquie. L'énorme risque que la Turquie a pris par rapport à la Libye, c'est en partie lié à ses ressources énergétiques qui se trouvent également au niveau de la Libye, mais également en offshore, au niveau de la mer. C'est la même chose avec ces sommets qu'on organise aujourd'hui, Turquie-Afrique. Le prochain se tiendra même sur le continent africain. La Turquie a compris, comme toutes les autres puissances, que l'Afrique est en devenir, aussi bien en termes de potentiel humain qu'en termes de potentiel en ressources. Mais l'Afrique comptera obligatoirement d'ici peu, et même d'autres vont avoir plus besoin de l'Afrique. Mais tout le monde court vers. Pourquoi la Turquie va dire moi j'en ai pas besoin? C'est clair qu'en venant, ils ont mis leur intérêt dedans, ils ont fait leurs calculs comme le font tous les pays responsables, parce que moi je ne reproche jamais à un pays de faire tout pour faire en sorte que son pays bénéficie au maximum. Le reproche à faire, c'est à celui plutôt qui est là, qui regarde qu'on vienne l'exploiter, alors que c'est lui qui a les potentialités dont les gens ont besoin, et c'est lui qui devait également aller dans le sens de poser les conditions pour pouvoir gagner dans la relation. Donc la Turquie est dans cette logique et ça commence à marcher parce que le nombre d'ambassades que la Turquie a en Afrique aujourd'hui, quand il est arrivé, il y en avait pratiquement une dizaine. On est à pratiquement une quarantaine d'ambassades sur 54 pays. Ça veut dire qu'il y en a pratiquement partout. Une nouvelle ambassade également pratiquement partout. Qui a ouvert ses portes au Togo. Mais tout ça montre que celui qui viendra après, il ne va pas jeter tout ça à l'eau. Parce qu'ici, ça participe plutôt au développement économique du pays, également au rayonnement diplomatique. S'il arrivait que son adversaire gagne, il aurait également besoin de cela. Et sur le plan économique, d'un point de vue global, quels sont les atouts de la Turquie? Par rapport à l'Afrique, il y a plein de choses. Il y a la vente des armes aujourd'hui, comment on les appelle, les drones TB2, qui ont fait leur preuve en Libye, qui ont fait leur preuve en Azerbaïdjan, qui sont en train de faire leur preuve également au niveau de l'Ukraine. Tout le monde actuellement est intéressé. Ils ont fait leur preuve au Mali. Le Burkina en a pris, le Sénégal en a acheté, etc. Actuellement, c'est ce qui est à la mode pour deux raisons. C'est très efficace. Ce n'est pas trop gros et ça ne coûte pas trop cher. Ils ont vraiment eu ce qu'il faut par rapport au marché africain, ce qui fait que ça intéresse les gens. L'autre élément en matière de fabrication de façon générale, la Turquie est remplie d'industries. Les gens l'oublient, mais ils sont dans l'habillement. Vous allez au marché de Asigame,
Quand vous rentrez dans les boutiques où on vend des habits, mais vous avez plein d'articles qui sont là-bas qui viennent de la Turquie. Petite gamme, moyenne gamme, comme du haut de gamme, parce qu'ils comprennent un peu le système chinois et ils commencent à faire comme les Chinois, ce qui n'était pas le cas au départ. Ils proposaient des choses de qualité. Donc il y a tous ces éléments qui font que le marché africain, de façon générale, les intéresse en termes de développement pour leur pays, puisque s'ils partent sur le marché européen, la concurrence va être beaucoup plus rude. Mamadou Diouf, sur le mandat de Nicolas Sarkozy en France, la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne était sur la table. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Mais ça n'a pas bougé. C'est parce que c'est Sarkozy qui avait ce discours direct, clair, puisque certains des pays européens, catégoriquement à y compris le pape même à l'époque, s'opposaient parce que les gens l'oublient, la Turquie est un pays musulman. Maintenant, pendant un temps, cet aspect musulman, on ne le voyait pas trop, alors qu'avec Erdogan, on le voit clairement. On le voit dans les manifestations, c'est quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran, on le voit réciter le Coran, on le voit dans les mosquées, diriger une prière, il récite parfaitement le Coran, son épouse est voilée. Bon, on est dans cet espace d'islamophobie également actuellement au niveau de l'espace européen. Certains même avaient dit non, la Turquie ne peut pas intégrer l'Union européenne, alors que s'il fallait regarder les critères économiques à l'époque, il n'y avait absolument rien qui empêchait à la Turquie de pouvoir intégrer l'Union européenne. Il y avait aussi la question géographique, la position non, la position géographique, la Turquie est en partie dans l'Union européenne. Si l'Ukraine peut rentrer, si l'Ukraine peut venir demander à venir à l'Union européenne, les anciennes républiques soviétiques, la Lituanie et autres, à plus forte raison la Turquie qui est encore beaucoup plus proche d'un point de vue géographique. Mais il y a ce caractère musulman qui est là, qui est une réalité dans ce pays, même s'ils ne sont pas en boubou comme on le voit, ailleurs, qui avait un peu dérangé les gens. Il y a le président également, on l'accuse toujours d'être conservateur. Parfois, je me dis, mais il conserve quoi? Parce que lui, il a plutôt modernisé son pays. Mais ça gêne aujourd'hui plus, cette autonomie qu'il a eu tendance à développer durant tout le temps qu'il a été au pouvoir, en prenant ses propres positions, quelle que soit la situation qui est là, même s'il est membre de l'OTAN, il n'a pas accepté de suivre tout le temps l'OTAN. Le second tour de la présidentielle en Turquie, c'est pour le 28 mai prochain, une actualité qu'on va tous suivre de près. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté à répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.